Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue et merci d'être présents ce soir malgré la chaleur torride et l'été qui vient d'arriver à Toulouse. Nous allons donc vivre ensemble une conférence Storycode sur le thème de art et nouvelles écritures. Les conférences Storycode, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, rapidement, Storycode, c'est un réseau international de conférences qui porte sur le thème des nouvelles technologies et de ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire le fait de raconter des histoires avec des nouvelles technologies. C'est un réseau qui est né à New York, qui a été créé à New York et qui a essaimé partout dans le monde. Donc en France, pas très loin d'ici, il y a Storycode Bordeaux, il y a Storycode Paris, Storycode Lyon, Storycode Londres, Storycode Sydney, Storycode Le Cap, etc. L'objectif des conférences Storycode, c'est de proposer des retours d'expérience pour partager ensemble ces retours d'expérience, pour permettre de partager ensemble les leçons qu'on en tire, pour avoir une transmission des bonnes pratiques et aussi pour permettre de découvrir des nouvelles technologies ou des nouveaux usages des technologies et de faire profiter à tout le monde des apports ou aussi de prévenir les gens de la communauté des défauts que peuvent présenter les technologies et de voir comment on peut les contourner également. Donc l'idée de Storycode, c'est vraiment d'avoir un moment d'échange autour de retours d'expérience. Cette conférence est organisée aujourd'hui par l'association toulousaine qui s'appelle les Storygraphes, en partenariat avec le musée Saint-Raymond, le musée des Antiques de Toulouse, que nous remercions tout particulièrement puisque nous sommes ici dans une des salles du musée, où on est donc entouré de superbes sarcophages antiques. Et on organise aussi cette conférence avec Esthetype, qui est une société toulousaine qui fait dans le social media. Voilà. Et la conférence est diffusée en direct sur Periscope, #Storycode. Et vous pourrez la retrouver d'ici demain peut-être ou après-demain sur la chaîne Storycode France de YouTube, qui est une chaîne donc YouTube. Vous tapez Storycode France et vous retrouvez toutes nos vidéos. Alors la question qu'on va aborder aujourd'hui, c'est art et nouvelles écritures, et on va avoir donc 2 retours d'expérience. On accueille donc des invités qui vont nous faire partager leur expérience. On accueille en invité tout d'abord Noémie Brine, qui est, alors je reprends mes notes pour ne pas me tromper, Noémie Brine est chargée des ressources pédagogiques au sein du service éducation et formation au musée du Louvre. Bonjour Noémie, tu vas nous parler ce soir d'un projet qui s'appelle Dialoguer avec le street art. Est-ce que tu peux nous en dire juste 2 mots ? Oui, bonjour. Alors j'ai le son depuis à peine 1 minute. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Si, on te voit bien, on te reçoit bien. Ah bon, tant mieux. Ok, et ben voilà, donc je suis Noémie et je suis ravie d'être parmi vous, entre guillemets, pour cette conférence. Donc oui, je vais vous parler du projet Dialoguer avec le street art, qui est une série en vidéo qu'on a diffusée sur YouTube et qui fait partie de tout un projet autour du thème du street art et du musée du Louvre. Ok, merci beaucoup Noémie. On revient avec toi tout à l'heure. On va présenter les 2 autres invités de ce soir qui sont Véronique Fauvel-Amonnery. Véronique, tu es responsable des publics et de l'action culturelle à la Chapelle Saint-Jacques, qui est le centre d'art contemporain de Saint-Gaudens. Et Pascal Boisard, tu es enseignant référent pour les usages du numérique à l'inspection de l'éducation nationale de Saint-Gaudens. Vous allez... Ouais, ok, bonjour. Enfin, bonsoir. Vous allez nous parler d'un projet mené dans vos structures, d'un projet qui s'appelle Mission Orasma. Et Véronique, est-ce que tu peux nous le présenter en 2 mots ? Oui, alors Mission Orasma, il y a 1 et 2, puisqu'on a démarré l'année dernière. Donc c'est un projet à la fois éducatif, pédagogique et numérique de création de réalité augmentée sur des œuvres d'art contemporain présentées à la Chapelle Saint-Jacques. Merci beaucoup. On y revient en 2e partie pour le 2e retour d'expérience. Avant de commencer de partir sur le premier retour d'expérience, je voudrais vous expliquer un peu plus en détail de ce dont on va parler. Il va être question de la mise au service des nouvelles technologies, enfin de mettre les nouvelles technologies au service de l'art,
pour le raconter, pour le créer, mais aussi pour le diffuser. On va voir donc comment les nouvelles technologies, c'est-à-dire le numérique, le web, on verra aussi la réalité augmentée, peuvent servir comme forme d'expression, de diffusion de l'art, et voir comment les nouvelles technologies instaurent de nouveaux formats et de nouveaux usages. Je vais juste mentionner quelques chiffres pour dresser un constat rapide sur l'évolution des pratiques liées au numérique, parce qu'on constate une augmentation, comme j'ai fait noter ici, on constate une augmentation de la fréquentation des musées et des lieux culturels qui a augmenté de 19% entre 2006 et 2016, donc ça c'est quelque chose qui est positif. On a évidemment une évolution des pratiques liées à la téléphonie mobile. Aujourd'hui, 85% des Français ont accès à Internet. Et 70% des Français ont un smartphone et une grande majorité d'entre eux utilisent leur smartphone pour accéder à des contenus culturels en ligne, des vidéos, des podcasts. Et donc, on a une évolution dans les usages de l'accès à la culture, de l'accès à la connaissance et de l'accès à l'art. Et si on constate encore des disparités sociales, socio-professionnelles, mais aussi géographiques dans l'accès aux lieux de culture que sont les musées ou les centres d'art, les nouvelles technologies sont vues et sont manifestement utilisées comme un moyen d'accéder à ces connaissances. Et c'est ce qu'on va essayer de questionner ce soir avec les deux retours d'expérience. Alors, on va commencer à discuter plus précisément avec Noémie. Rebonjour Noémie. On va donc parler ensemble d'un projet qui s'appelle Dialoguer avec le street art. Je voudrais tout d'abord que tu nous présentes le projet, sa chronologie, sa genèse. Comment est-ce qu'il est organisé ? Oui, tout à fait. Donc, ce projet du street art au Louvre, il a pris différentes formes cette année. Il a été fait dans le cadre d'un partenariat avec l'université Paris-Nanterre, où des artistes sont intervenus sur le campus pour créer des œuvres de street art à partir d'images d'œuvres du musée du Louvre. Donc ça, c'était une des actions. Ensuite, il y a toute une série de partenariats qui ont été faits avec des écoles, notamment en particulier des écoles primaires, ou notamment de l'Académie de Versailles, où des artistes sont intervenus dans des écoles dans le cadre d'ateliers de pratiques artistiques, pareil, dans la même logique, à partir d'œuvres du musée, tout ça faisant aussi écho à des visites qui avaient été faites au musée avec les classes qui étaient partenaires du projet. Ce qu'il faut dire, c'est que dans ce cadre-là, on a organisé toute une série de formations qui étaient des conférences en réalité d'artistes, de street artistes dans les salles du musée pour qu'ils nous racontent leur démarche artistique, leur rapport au musée, leur rapport par rapport aux collections du Louvre. Et donc c'est ces conférences qu'on a captées, ces visites conférences qu'on peut dire qu'on a captées, qui s'appelait la formation Le Louvre autrement. Donc au fond c'est voir le Louvre d'une manière différente, et ce programme a été fait vraiment pour les enseignants. Donc à chaque fois c'était une vingtaine ou une trentaine d'enseignants qui parcouraient le musée avec un artiste pendant 1h30. Donc, excuse-moi, je peux te poser une question ? Oui, bien sûr. Donc là, en fait, le projet tel que tu nous le présentes, autour du street art et des collections du musée du Louvre, il possède plusieurs volets. Un volet donc, avec l'intervention d'artistes in situ à Nanterre, un volet auprès d'enseignement primaire, des visites guidées à destination d'un public enseignant. Tout ça, en fait, on est dans une innovation qui est plus une innovation sociale, le fait de faire dialoguer le street art avec les collections du musée du Louvre. Et comment, enfin, le projet se développe plus loin, tu vas y venir, j'imagine, avec un pendant numérique et un pendant technologique. Comment est-ce qu'il s'est développé ?
Donc c'était au fond l'occasion de ces visites qui sont relativement rares. C'était des moments assez précieux au fond de ces artistes de street art qui viennent au musée, qui racontent leur rapport avec le musée. Donc on a profité au fond de cette occasion et de ce matériau pour les filmer. Au départ pour restituer un moment et puis finalement pour créer vraiment quelque chose, créer cette série d'une quinzaine d'épisodes. On a fait des formats relativement courts qu'on a diffusés au fur et à mesure pendant 3 mois. Donc il s'agissait vraiment au départ de valoriser un moment, de pérenniser au fond une action dans les salles du musée qui était très éphémère et qui n'avait été vue que par une vingtaine d'enseignants. C'était donner une autre vie à ce qui s'était passé dans les salles et d'en créer quelque chose qui serait pérenne, qui pourrait être aussi diffusé plus largement. Et donc c'est cette série qu'on appelle une web série et qui s'intitule Dialoguer avec le street art. Voilà, exactement. Et peut-être qu'avant d'aller plus loin sur cette web série, on peut regarder ensemble le teaser. Oui. On va regarder ensemble cette vidéo pour que tout le monde ait une idée de ce que présente cette série. Je n'ai pas commencé à travailler dans la rue parce que c'était la rue spécifiquement qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait avant tout, c'était de travailler avec le réel. Et je savais que mettre mon nom dans la rue, laisser une image dans la rue, ça allait être vu par des milliers de gens et que c'est une manière de devenir célèbre. Pour moi, en tout cas, le street art, ça a été une possibilité de faire surgir l'art là où on ne l'attend pas. Cette manière-là, c'est-à-dire de faire du collage dans la rue comme je le fais aujourd'hui, c'était un peu comme une équation parfaite de tout ce que j'avais fait avant. C'est-à-dire que je suis mon propre metteur en scène, ma propre comédienne, et mon public, c'est la rue. Enfin, c'est le meilleur public du monde. La rue, c'est l'urgence. La rue, c'est le flux urbain, c'est les gens qui vont au boulot. Et d'un seul coup, si on a une image, on modifie en profondeur le quotidien des gens avec un art vivant. Voilà pour la présentation de ce qu'est cette web série. En fait, il y a 15 épisodes au total, Noémie, qui sont des épisodes qui permettent de découvrir des points de vue d'artistes ou des œuvres. Et comment est-ce qu'ils ont été diffusés ? Alors, donc on a réalisé 15 épisodes autour de ces 5 artistes qui sont Le Valet, Blake Laura, C215, Madame et Jeff Aerosol. Et au fond, chaque épisode est le point de vue d'un de ces artistes sur un thème du musée, sur une collection en particulier, qui donne son point de vue. Donc, il s'agissait vraiment de créer des modules vidéo, enfin des épisodes qui est vraiment du sens en soi. Donc, pour aller vraiment dans le sens de cette création, on a décidé de faire des interviews pour compléter la captation de la visite, qui était un exercice quand même très contraint pour la réalisation derrière. Et on a construit les sujets de cette manière en alliant propos de l'artiste, œuvres du musée, donner vraiment une part importante aux œuvres du musée et aussi œuvres de création des artistes eux-mêmes. C'était important qu'on ait des éléments aussi de leur propre création. Ok, donc en fait, la réalisation a été faite à partir d'images captées pendant les visites guidées qui n'étaient pas destinées au départ à créer une série, et des interviews complémentaires et des captations d'images complémentaires pour illustrer le propos des artistes. Voilà, exactement. Et Au fond, on est parti de ce matériau de ces visites dans les salles, mais on s'est assez vite rendu compte que ça ne suffirait pas pour créer des vidéos qui aient du sens. C'était trop lié à une visite particulière. Donc, on a vraiment conçu ces modules pour qu'ils aient du sens en soi et qu'ils portent un contenu particulier à chaque fois.
Et alors que les visites guidées étaient destinées au public enseignant, les vidéos, elles sont destinées à tous les publics? Alors nous, on cible particulièrement les enseignants, les relais éducatifs, puisque l'idée derrière tout ça, c'est au fond de se dire qu'un enfant ou un jeune, la première œuvre d'art peut-être qu'il va voir, ça sera peut-être une œuvre dans la rue, et que comme ça, on peut l'amener vers le musée. Donc ces séquences, elles sont quand même plutôt, enfin cette série, elle est plutôt à destination des enseignants. Mais après, vu la qualité, la richesse des contenus, il nous semble que ça peut intéresser un public beaucoup plus large. Oui, parce qu'en fait, il y a deux choses. Moi, les vidéos, je les ai découvertes en allant sur YouTube, sur la chaîne YouTube du Musée du Louvre. Donc YouTube, c'est pour tous les publics. Et d'autre part, il y a le Musée du Louvre a créé un dossier, un média dossier à destination du monde pédagogique, des enseignants. Exactement. Donc au fond, cette série, elle vient nourrir un média dossier. Donc sur louvre.fr, on a une rubrique qui s'appelle Art et Éducation, dans laquelle on diffuse nos ressources pédagogiques. Et ce média dossier, il a une forme assez stricte. Et il a été coordonné par une enseignante, un professeur d'histoire-géographie. Et on propose une série d'articles, d'analyses sur le thème du lien entre le street art et le patrimoine. Comment ces deux domaines peuvent se rencontrer par moment ou pas, en tout cas. Et donc on a publié une série d'analyses de spécialistes, de chercheurs, pour vraiment donner aux enseignants dans leurs travaux au fond de la matière, qui vient vraiment compléter au fond les séquences vidéo qui sont plutôt du côté du regard de l'artiste. Alors, je vais juste préciser qu'il y aura une séquence de questions à la suite de notre échange. Donc vous pourrez nombreux, j'espère, poser des questions à Noémie. Moi, j'ai une question, en fait, parce que là, ce projet tel qu'il est présenté, c'est un projet avec plusieurs volets différents qui s'adresse à un public enseignant, mais pas que. Et on est vraiment dans le cas de l'utilisation des nouvelles technos, du numérique et du web pour toucher un public plus large que celui ciblé au départ. Mais alors, du côté de la production, c'est-à-dire du côté du Musée du Louvre, est-ce que quand vous avez conçu les vidéos, donc déjà, qui a fait les vidéos, qui a écrit les vidéos, qui les a réalisées, et quand vous les avez conçues, est-ce que vous les avez conçues en vous disant on va les réserver à un public enseignant, ou au contraire, on va les mettre sur la chaîne YouTube, et il faut qu'elles s'adaptent à tout le monde. Donc, comment ça a influencé sur la forme, sur le genre des vidéos? Comment dire, nous, on est vraiment un service éducation et formation. Donc, on a vraiment vocation à produire des ressources. Enfin, mon job, au fond, c'est d'aider à la production de ressources pédagogiques, ressources éducatives. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on l'a fait. Et au fond, la diffusion sur YouTube, ça a été vraiment, je dirais, une opportunité de diffusion, puisque tout d'un coup, c'est pas parce qu'on est enseignant qu'on va pas aussi sur YouTube. Enfin, il y a aussi ce côté-là de dire que même si c'est ouvert à tous, ça peut être dirigé plutôt vers le monde enseignant. Et donc, en fait, vous êtes dans l'idée d'utiliser les outils que tout le monde utilise, comme YouTube, pour diffuser des contenus qui, à la base, sont réservés à un public. Mais ce public enseignant, il ne va pas forcément avoir le réflexe d'aller voir sur les pages dédiées du Musée du Louvre. Donc, autant essayer de le harponner, je dirais, par YouTube. Oui, enfin, si on peut dire. Après, c'est vrai que nous, on a différents canaux de diffusion d'informations vis-à-vis de ce public-là, notamment par des newsletters. Aussi, on a pas un catalogue, mais une revue, une sorte de revue où on diffuse des informations sur les ressources. Donc, au fond, mon idée, c'est que
si on fait des ressources de qualité, le plus on les diffuse, le plus on les verra. Mais voilà, c'est juste, c'est mon point de vue. Et je trouve que là, on est sur quelque chose, cette série, on a réussi vraiment à faire quelque chose de dynamique, voilà, qui casse un peu aussi l'image qu'on peut avoir d'un lieu trop institutionnel. Donc je pense que ça peut vraiment, on sait déjà que ça a trouvé son public. Et ce qu'il faut dire, c'est que au fond, les visites dans les salles ont eu énormément de succès. On a dû même refuser certains enseignants qui voulaient suivre la formation. Donc il y avait déjà cette demande au fond de participer, et voilà, avec la série on répond aussi à cette demande. Et donc pour revenir à la réalisation, est-ce que vous l'avez réalisé en interne au musée du Louvre, ou vous avez fait réaliser ces vidéos? Voilà, donc il s'agit vraiment d'une commande. Une commande, voilà, on a créé un cahier des charges. Et du coup, on a travaillé avec Christian Modéo de la société Le Grand Jeu, qui est assez spécialisé sur le sujet street art, et qui d'ailleurs a écrit un article dans le Média Dossier. Donc il a vraiment pu apporter un regard pertinent sur ce sujet. Donc ça, c'était très important. Et du côté de la réalisation, du montage et du fait que cette série soit destinée au web, est-ce que vous avez volontairement cherché à avoir du dynamisme dans les vidéos? Ces compétences-là, elles sont venues d'où? De chez vous ou du Grand Jeu? Alors, nous, on souhaitait quelque chose de dynamique. Ce qu'il faut dire, c'est que moi, je travaille dans le domaine du multimédia et de l'audiovisuel depuis 20 ans, et que voilà, on voulait vraiment apporter quelque chose de dynamique, être dans la perspective d'un Louvre autrement, où on peut capter aussi une attention dans un temps court. Donc ça, c'était vraiment dans le cahier des charges, tout à fait. Ok. Je crois qu'on arrive à la fin du temps qui nous est imparti pour échanger, mais je voudrais juste lancer quelques pistes de réflexion complémentaires, même si on sort un peu du rayon de StoryCode. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi dans cette démarche, c'est qu'on donne la parole à des artistes contemporains, des artistes de la rue, des artistes tous pochoiristes, que parfois, en plus, la pratique du pochoir a été choisie par les artistes parce que c'était plus rapide à faire que de faire des tags à la bombe. Dans le média dossier, que vous trouverez en ligne sur le site du Louvre, il y a un glossaire qui est très utile sur le street art. Mais bon, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'on fait se rencontrer de l'art contemporain et de l'art classique. Et je vous invite vraiment à aller voir les vidéos parce qu'elles témoignent tous de la part des artistes de street art, de l'héritage qu'ils ont reçu d'institutions muséales comme le musée du Louvre. Oui, et c'est vrai que ce qui est très intéressant quand on voit la diversité des points de vue, c'est la différence d'approche entre les différents artistes. Il y en a qui ont une approche sensible, qui sont très attachés au musée en tant qu'institution. Il y en a d'autres qui ont une approche vraiment plastique, graphique. Donc c'est très... en fait, c'est vraiment intéressant de voir les différences d'approche entre chacun de ces artistes. Merci Noémie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Des questions ou des réactions sur l'assistance nombreuse? Oui, Pascal va te poser une question. En fait, oui, une petite question en tant que personnel de l'Éducation nationale, justement, puisque si j'ai bien compris, la commande au départ était de créer des ressources pédagogiques à destination des enseignants.
Il existe en fait, ça peut être intéressant aussi pour le public, un portail destiné aux enseignants qui s'appelle EduTech, qui est un portail qui permet de se connecter avec ses identifiants d'enseignants gratuitement et de trouver des ressources. Et le Louvre fait partie de ce portail. Et donc nous accédons à des ressources pédagogiques qui sont mises en ligne pour ces enseignants. Et donc si j'ai bien compris, la commande au départ était pour rester dans ce cadre confidentiel qui était l'éducation nationale pour des enseignants. Et vu la qualité de la web-série, si j'ai bien compris, elle a été élargie et donc diffusée plus largement, c'est ça, au public. Voilà, donc tout à fait, on est partenaire EduTech, donc on essaye de réserver des contenus et des ressources pour les enseignants. Après, l'idée c'est aussi d'élargir le public. Et puis on sait aussi que certains enseignants ne sont pas connectés sur EduTech, donc il s'agissait aussi d'élargir. Oui, c'est tout à fait ça. On a pensé que au-delà du monde enseignant, ça pouvait trouver un écho auprès du grand public, auprès du public amateur de street art. Voilà, ça peut les intéresser. D'accord, merci. 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 D'autres questions ? Pauline. Alors, bonjour. Bonjour. Tu vas pas me voir, je m'appelle Pauline, je fais partie des historiographes. J'aurais bien aimé savoir quel avait été le coût en termes de budget d'un tel dispositif. Bonne question. Ça m'est difficile de répondre. Ça m'est difficile de répondre. Bon, Joker. Parce que c'est des chiffres confidentiels ? Déjà, j'ai pas vraiment les chiffres en tête, tout à fait, pour être tout à fait honnête. Et aussi, je suis pas sûre que je puisse vraiment communiquer là-dessus. Mais par contre, si vous voulez qu'on échange un peu plus tard sur le sujet, c'est possible. Vous pouvez m'envoyer un mail et on peut s'en reparler. Oui, puis c'est aussi un projet qui a été fait en plusieurs temps. Donc on peut imaginer que le budget n'a pas été décidé une seule fois pour ce projet et que donc il faut additionner les différents points, aller chercher. Exactement. Il y a une chose dont je n'ai pas du tout parlé, c'est ce qui s'est passé le week-end dernier. Il y a eu toute une présentation dans les jardins des Tuileries qui s'appelle de la rue au Louvre. Et qui a permis de montrer tous les travaux des élèves, des enfants de primaire et du secondaire qui avaient travaillé avec des street artistes pendant l'année. Donc il y a une sorte comme une exposition au sein des Tuileries qui permettait de montrer tous ces travaux ainsi que certaines œuvres d'artistes. Et je dois dire que de voir la fierté des jeunes des jeunes gens présenter leurs travaux, c'était vraiment émouvant. Merci beaucoup. Il y a une question dans le public. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter rapidement ? Merci. Bonjour, alors je suis Cécile Duval et je suis aussi enseignante. Voilà, et je me demandais, alors pas du tout en lien avec l'enseignement, comment vous aviez choisi les artistes ? Bonne question. J'avoue que le choix il a été fait avant mon arrivée dans le service. Donc, je pense que le choix il a été fait principalement dans le mélange des profils des artistes, puisqu'on a des artistes qui sont un peu de l'ancienne génération, on va dire, qui sont parmi les premiers street artistes français, et puis des artistes qui sont beaucoup plus jeunes. Parmi le choix, il y a aussi certains qui travaillent avec des écoles. Donc voilà, ça s'est fait de cette manière-là. Et puis, suite à des
des entretiens, des discussions entre Cyril Gouillette, qui est mon responsable, et ces artistes en fonction de leur rapport au musée, leur rapport aux collections, puisque il s'agissait d'avoir un peu des discours, toute une variété de discours autour du musée. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être ? On a asséché toutes les questions. Je vais peut-être conclure rapidement. Noémie ne peut pas rester avec nous pour la suite de la conférence. Mais avant de te remercier, en fait, moi, ce que je trouve intéressant dans ce projet, et pourquoi est-ce qu'il correspond à ce à quoi on s'intéresse quand on participe à des conférences StoryCode, c'est parce qu'on est ici dans le cadre d'une institution culturelle très bien établie, le musée du Louvre quand même, qui s'empare d'un médium, c'est-à-dire du médium du web et d'une chaîne YouTube pour diffuser plus largement de la connaissance, pour permettre d'atteindre, de toucher un public plus large que le public restreint, ciblé d'ordinaire lors d'actions de communication, d'actions pédagogiques. Et il me semble que c'est une démarche qui est vraiment louable, et j'imagine qu'avec le musée du Louvre, vous avez d'autres projets similaires. Est-ce qu'il y a des suites qui vont être données ? Oui, tout à fait. Donc là, on travaille actuellement dans le cadre du projet de la Petite Galerie. Je ne sais pas si c'est un projet que vous connaissez. C'est un lieu d'exposition au musée qui est dédié à l'éducation artistique et culturelle, dans lequel on propose une exposition par an. Et cette année, le thème est l'archéologie en bulle, qui fait le lien entre l'archéologie des œuvres archéologiques du musée et la bande dessinée. Donc ça va être une très belle expo à partir du mois de septembre. Et donc autour de cette exposition, on est en train de créer toute une série de ressources, notamment des pistes de visite particulières pour les différents niveaux scolaires. On fait une visite virtuelle, et on va tourner également des séquences vidéo de BDistes certainement l'année prochaine. Ok, super. J'ai une dernière question. Et ces contenus, est-ce qu'ils sont destinés à remplacer les contenus du métadossier qui est actuellement en ligne, ou est-ce que tous les médiadossiers s'accumulent avec le temps, ou est-ce qu'ils se remplacent ? Non, c'est vraiment, on est vraiment dans une logique d'empilement, de création de nouvelles ressources. Ce qu'il faut dire, c'est que j'essaye depuis un an de bien réactiver toutes ces productions. Et donc, on est vraiment dans un esprit un peu d'accélération de la production des ressources et de la valorisation. Donc, il s'agit vraiment de maintenir les médias dossiers et d'en créer des nouveaux. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Au nom de... J'avoue que je vous vois tout figé, donc c'est un peu bizarre, mais... Pourtant, on bouge. D'accord. On bouge encore. Au nom des Storygraphes, du musée Saint-Raymond, de Esthétype et de tous les gens présents dans la salle, on te remercie infiniment, Noémie, d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, c'était un vrai plaisir. J'aurais préféré être parmi vous, mais en tout cas c'était un joli moment, et merci de m'avoir invité, et j'espère qu'on aura d'autres occasions de parler de ces sujets-là ensemble. Mais on espère aussi, et tu peux suivre la suite de la conférence sur Twitter, #StoryCode. Ça marche. Voilà. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup Noémie, merci Véronique et Pascal de votre attention, et merci Pascal de la question que tu as posée. On va passer maintenant au deuxième tour d'expérience avec Véronique et Pascal qui vont nous parler d'un projet qui s'appelle Aurasma.
Alors si, avec l'exemple que nous a donné Noémie, on était dans le cas d'une utilisation des nouvelles technos comme moyen de diffusion de la connaissance, là, on va passer à autre chose. C'est pas seulement de la diffusion, c'est surtout de la création et même de la co-création. Alors, je vais commencer par vous poser une question à tous les deux. Qu'est-ce que c'est que le projet Aurasma ? Alors, le projet s'appelle Mission Aurasma, parce que d'abord c'était une découverte et on l'a intitulé comme ça, enfin je l'ai intitulé comme ça, parce que on était dans l'idée d'une expérimentation, on ne savait pas trop où on allait, et surtout, en tout cas, on allait explorer de nouveaux territoires pour nous. Donc il y avait cette idée Mission Apollo, Mission Aurasma, il y avait un côté un peu fantastique, voilà. Et donc, Mission Aurasma, c'est une application à la base. Voilà, donc je vais laisser Pascal, c'est lui le technicien, vous aurez compris. Oui, pour préciser un petit peu, c'est un projet qui a permis rapidement à des élèves de créer de la réalité augmentée, comme tu l'as dit tout à l'heure en introduction, de la réalité augmentée sur l'exposition qui était présentée à la Chapelle Saint-Jacques, Centre d'art contemporain. Voilà. Et qu'est-ce que la réalité augmentée ? Oui, c'est justement, certains se posent peut-être la question, mais c'est l'ajout d'éléments virtuels par l'intermédiaire d'une tablette ou d'un smartphone à la réalité, en temps direct, vraiment sur le moment. Et je sais pas, il y a des exemples avec les enfants, par exemple, quand on veut leur faire comprendre un petit peu, on leur parle d'un jeu qui est très connu qui s'appelle Pokémon Go, qui leur permet, tout le monde connaît, qui a fait fureur l'année dernière et qui a permis de rechercher des éléments virtuels dans des lieux tout à fait réels. Il y a aussi des grands magasins qui utilisent ça pour permettre, par exemple, de tester le canapé dans son salon et de voir à quoi ça pourrait ressembler avant de l'acheter réellement. Voilà, c'est un petit peu ça la réalité augmentée. Et donc, Mission Aurasma, c'est un projet qui a été développé au sein et avec la Chapelle Saint-Jacques, Centre d'art contemporain, et avec l'inspection de l'éducation nationale. Alors, pourquoi cette association ? Qu'est-ce que... Alors, cette association, elle existe en fait avant la Mission Aurasma. C'est un partenariat tout à fait naturel que nous avons parce que nous sommes voisins en fait géographiquement. Et s'associe à l'inspection le CADP, qui est le Centre d'animation et de documentation pédagogique, qui est une sorte de CRDP, c'est un centre de ressources pédagogiques, comme son nom l'indique. Et donc on travaille déjà ensemble depuis de nombreuses années sur différents projets, pas forcément numériques. Mais on en avait un quand même ensemble qui s'appelle Virtuacité. Et donc, moi, en tant que médiatrice à la Chapelle Saint-Jacques, je participe à un groupe de réflexion, un laboratoire des médiations en art contemporain qui s'appelle le LMAC. Et donc la question du numérique, depuis plusieurs années, évidemment, elle est posée. Et comment est-ce qu'on peut, nous, dans nos lieux, s'emparer du numérique ? Quelle place il peut avoir ? À quel titre ? Etc. Et donc, moi, je travaille dans une petite structure, c'est un centre d'art contemporain qui a une place assez exceptionnelle pour une ville de 12 000 habitants, donc à Saint-Gaudens, entre Tarbes et Toulouse. Et c'est pas toujours évident de développer des projets numériques avec un petit budget, comme on peut l'avoir. Mais comme outil d'utiliser le numérique comme outil de médiation. Voilà, c'est-à-dire que jusqu'à présent, jusqu'à Aurasma, je n'avais pas trouvé un biais cohérent en fait pour pouvoir intégrer le numérique dans la médiation. C'est un petit lieu, c'est une ancienne chapelle du XVIIe siècle. C'est à peu près 200 mètres carrés de surface d'exposition, mais on a une salle. Et évidemment, dans un premier lieu, on va privilégier le contact en direct avec le public. Il y a toujours quelqu'un à l'accueil qui reçoit le public. Et on ne va pas lui coller de suite un audio guide ou une tablette ou un outil numérique. Et donc cette mission Aurasma, qu'est-ce qu'elle propose de nouveau ? En quoi elle consiste ? Du coup, là, ce qui était nouveau, c'est que je pouvais intégrer un outil numérique dans un projet de co-construction de médiation. C'est-à-dire que là, pour le coup, on a sollicité les écoles de Saint-Gaudens, collège et plus tard lycée, pour mener une réflexion à partir d'œuvres présentées à la Chapelle Saint-Jacques, proposer un regard sous différentes formes et qui pouvait être intégré à la médiation que je pouvais moi-même proposer.
Et donc les contenus qui ont été créés par les enfants, qui ont été mis dans les tablettes, sont mis ensuite à disposition du public qui vient visiter l'exposition. Donc qui peut d'abord, dans un premier temps, évidemment, regarder les œuvres par lui-même, mais qui peut du coup augmenter sa visite avec ces tablettes, avec les contenus créés par les enfants. Donc en fait, c'est les enfants avec un enseignant qui mène une réflexion sur, tu me coupes si je me trompe, qui mène une réflexion sur, à partir du travail d'un artiste contemporain qui est en résidence. Alors non, c'est un peu le problème. Okay. En fait, on travaille donc en 2016-2017 et 2017-2018. Nous avons travaillé sur donc 2 expositions. Alors, le souci à la Chapelle Saint-Jacques, Centre d'art contemporain, c'est qu'on fait 3 expositions dans l'année et que très souvent, on ne connaît pas la forme exacte de l'œuvre qui va être produite pour l'exposition. Donc, c'est un peu compliqué justement de travailler en amont avec les écoles et les enseignants, mais on arrive quand même à trouver donc, des thématiques ou des pistes de recherche qui sont, on va dire, peut-être un peu générales au départ, mais qui vont, au fil du temps, s'affiner parce qu'on reste en contact évidemment avec l'artiste. La présence de l'artiste est indispensable, c'est-à-dire qu'au départ, il faut que lui-même soit d'accord pour qu'on puisse intégrer des contenus numériques sur son œuvre. Donc ça, c'est quand même un des prérequis au départ. Et donc, en fait, la complexité, c'est de pouvoir créer sans connaître vraiment la forme de l'œuvre finale. Donc, en fait, les groupes d'élèves travaillent créer des choses à partir de l'œuvre d'un artiste, du travail d'un artiste, et tout ça, c'est diffusé en réalité augmentée via des tablettes dans l'exposition. C'est assez complexe. Oui, mais comment ça marche? Pour préciser, je vais vous parler un petit peu techniquement, mais d'abord en amont, une de mes fonctions en tant qu'enseignant référent pour les usages du numérique, c'est d'aider les enseignants à utiliser le numérique en classe. D'abord, dans les apprentissages fondamentaux, mathématiques, français, etc. Mais c'est aussi permettre de proposer des projets innovants qui sortent un petit peu de l'école, hors cadre de l'école, et avec des partenaires comme la Chapelle Saint-Jacques, puisqu'en fait, ce projet s'inscrit vraiment dans le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève, qui a été mis en place dans la loi de refondation de l'école de 2013 et qui est en gros un ensemble de projets artistiques dans lesquels l'élève va pouvoir rencontrer des artistes, des œuvres, des artistes, etc. Mais aussi mettre des choses en pratique et créer des choses. D'accord ? Il y a 3 termes vraiment principaux dans ce parcours d'éducation artistique et culturelle. C'est la rencontre, les pratiques et les connaissances. Et du coup, nous, par ce projet, on est même allé un petit peu plus loin que ce parcours-là, puisqu'en fait, certes, nos élèves ont pu analyser, étudier des œuvres, d'accord, en proposer une interprétation, en créant les contenus qu'ils ont créés pour Aurasma, mais ils sont allés un tout petit peu plus loin, puisque ces créations et leur interprétation est proposée, comme on l'a déjà dit, au public de l'exposition, et donc voilà, ils sont devenus des médiateurs, des co-médiateurs de l'exposition. C'est ça qui était intéressant. Ok, peut-être qu'on peut... Tu vas nous expliquer un peu plus précisément comment ça marche, mais peut-être qu'on peut voir une vidéo pendant que tu nous expliques ça. Avec plaisir. Et c'est parti. Voilà, donc vous voyez là la Chapelle Saint-Jacques, le centre d'art de Saint-Gaudens. Donc cela, c'était la mission Aurasma 1, et on voit un petit peu les œuvres qui étaient exposées par l'artiste The Old Boys Club, avec un travail donc en amont de création de ressources par les élèves. Donc ils ont créé des ressources visuelles, des images animées, etc. Mais ils ont aussi écrit des textes, puisque évidemment c'est un projet transdisciplinaire qui permet d'associer le français, la géographie, les arts, etc. Et donc ils ont aussi travaillé sur des créations sonores en éducation musicale, avec un logiciel qu'on a pu apercevoir un petit peu, Audacity. Et donc on voit que ensuite, une fois que c'est prêt, le visiteur peut aller chercher les ressources qui sont proposées dès que la tablette vise l'œuvre en question. Voilà. Donc il y avait des textes, on a vu des textes aussi. On a aussi travaillé avec les professeurs de langue. Vous voyez un petit drapeau espagnol en bas, puisque en fait ces ressources étaient proposées parfois aussi en anglais et en espagnol. Donc ça avait un côté assez intéressant. Et puis on a aussi utilisé des logiciels de géométrie dynamique, GeoGebra notamment, qui ont permis d'illustrer des poèmes géométriques, qui étaient aussi en lien avec les formes géométriques de l'exposition.
Voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, on a travaillé au CADP, donc le Centre d'animation et de documentation pédagogique dont parlait Véronique tout à l'heure. On a travaillé sur certains logiciels libres et gratuits, donc PhotoFiltre pour travailler sur de la retouche photo et de l'animation. On a vu Audacity à l'instant sur le son et pour faire du mixage sonore et de la création sonore. Et puis à nouveau, donc GeoGebra dont je parlais tout à l'heure. Là, c'est plutôt le collège. Donc ce qui a été très intéressant pour nous, c'est qu'on a travaillé aussi sur la liaison CM2 6e et sur vraiment une collaboration. Et voilà, les élèves là font de la recherche documentaire. Et puis donc on a eu plusieurs séances. Alors c'était des écoles de Saint-Gaudens qui pouvaient venir au centre de documentation pour faire ce travail plus facilement. Voilà. Ok, donc en fait c'est encadré par des équipes pédagogiques et par des gens comme toi. Tu es tout seul à encadrer les enseignants, enfin à guider les enseignants. Oui, c'est-à-dire qu'il y a les enseignants de la classe qui sont d'abord les principaux acteurs, qui parfois font beaucoup de choses en classe. Et comme le projet, Véro l'a dit tout à l'heure, est un petit peu limité dans le temps parce qu'on a des dates très précises d'inauguration, on ne peut pas tout faire en classe. C'est-à-dire que normalement, ce sont des projets qu'on pourrait tout à fait imaginer avec les outils numériques que l'on a en classe, certains ordinateurs, mais comme on a beaucoup de choses à faire en très peu de temps, ça arrange beaucoup les enseignants de venir dans un centre où on a quand même beaucoup de matériel à disposition. Et donc, c'est encadré par les équipes pédagogiques enseignantes que les élèves, non seulement créent des contenus, imaginent des contenus, font de la création, et en plus, ils le mettent en pratique en le réalisant grâce à des logiciels comme Audacity ou comme GeoGebra. Alors cette année, en plus, moi j'ai pu l'expérimenter avec un groupe qui vient tous les mercredis à la Chapelle Saint-Jacques, à l'atelier du mercredi. Et donc là, on a pu travailler aussi en dehors du cadre scolaire. Et donc là, nous, on a créé un GIF animé, donc un petit dessin animé. Donc les enfants ont réalisé tous les dessins qui sont venus ensuite se superposer sur le toit. On avait un toit dans l'exposition. Voilà, donc dès qu'on vise un détail du toit, on a un petit GIF animé qui se met en route, par exemple. Ok, mais ça en fait, ça montre que les contenus, c'est pas que des images, parce que des images fixes, quand on parle de réalité augmentée, on imagine Pokémon Go ou des dispositifs d'interprétation de tableaux dans les musées, des choses fixes, mais donc il peut y avoir des choses animées. Oui, de la vidéo, du GIF animé, comme a dit Véronique, du son, des textes à lire aussi. Enfin voilà, c'est vraiment assez varié. Et donc ça, est-ce que vous voulez qu'on montre des illustrations de ça ou est-ce que... Il y a la vidéo 2, la vidéo en fait, numéro qui est 2, peut-être plus parlante sur l'exposition qui vient de se terminer en fait, à la Chapelle Saint-Jacques, donc de Nicolas Dauban. Et donc là, en fait... Si c'est bon. Donc là, ce toit-là, on ne savait pas du tout au mois de décembre, quand on rencontre les enseignants pour leur proposer le projet, ce que ça serait. Ça, je ne savais pas du tout que ça serait présent. Ça a été décidé assez tard. En fait, on a inauguré l'exposition début mai. Et donc, en fait, entre décembre et mai, c'est là qu'on rencontre les enseignants. De janvier à fin avril, en fait, les enseignants travaillent en classe ou avec moi et Pascal. Et ensuite, on collecte tous les contenus. Et ensuite, on va donc choisir les endroits qui vont correspondre au contenu des enfants pour que ce soit déclenché. Les contenus, ils sont numériques. Voilà, là, voilà le petit GIF animé où on a une petite course-poursuite entre un écureuil et des petits chats qui marchent sur le toit, puisque le toit, sur les toits, c'était donc une des thématiques retenues. On pouvait faire plein de choses. Et comment est-ce qu'ils sont créés, les GIFs ? En fait, c'est dessin par dessin. Donc, les enfants dessinent avec un crayon, des couleurs, un mouvement par page qui est scanné ou photographié et qu'ensuite on a créé avec GIF Maker, je crois. Voilà. Après, on peut aussi les créer avec PhotoFiltre. Ça dépend des GIFs qu'on veut réaliser. Mais avec des élèves de cycle 3, on peut tout à fait directement travailler sur le numérique. Cycle 3 c'est-à-dire les CM1, CM2 et les 6e du collège. Donc là, c'est un autre GIF animé. Donc ça, c'est les enfants du mercredi qui ont imaginé qu'est-ce qui pouvait bien sortir du toit. Alors là, on a du son normalement. Du son. En fait, là, donc ce toit, juste pour vous contextualiser un tout petit peu l'œuvre, c'est le toit de la prison de Nancy le 15 janvier 1972, qui correspond en fait à une révolte des prisonniers qui sont arrivés sur les toits pour se faire entendre. Bon, on a entendu juste donc, en fait, les enfants se sont replacés dans la situation des prisonniers sur le toit et ont crié des slogans « Libérez-nous, aidez-nous ».
Et donc les enfants on n'est pas des chiens. se sont enregistrés, ont monté la bande son. Voilà, tout à fait. Et après, en fait, une fois qu'il y a tous ces contenus numériques, informatiques, comment est-ce qu'on fait pour que ça marche en réalité augmentée? Alors, l'application, il y a une application, Aurasma. Alors, elle ne s'appelle plus Aurasma. Nous, on trouve ça dommage parce que on fabriquait des auras, d'accord. C'était vraiment un terme qui collait bien à ce qu'était la réalité augmentée. Maintenant, ça a été racheté par la société HP. Et c'est devenu HP Reveal, pour révéler, etc. Donc on continue un petit peu à l'appeler Aurasma, même si effectivement ça ne s'appelle plus comme ça. Donc c'est au départ une application sur tablette ou smartphone, qui permet de visualiser de la réalité augmentée, mais aussi d'en créer de manière assez simple. C'est-à-dire pour créer des choses très simples, c'est-à-dire je vise un élément et je vois apparaître quelque chose, je peux le faire directement à partir de la tablette. En revanche, si je veux créer des choses un peu plus complexes, comme ce qu'on a vu dans la première vidéo, il faut passer par Aurasma Studio, donc HP Reveal Studio maintenant, qui est une interface web à partir d'un ordinateur, et qui va permettre, à l'intérieur de cette interface, de décider quels seront les éléments déclencheurs et quelles actions on va donner à des boutons qu'on va placer. Donc on est vraiment dans de la programmation informatique, sans que ça soit de la programmation informatique. Je vois poindre une question. Il faut être développeur? Il n'y a pas besoin d'être développeur. Il faut savoir écrire du et alors code. en fait, sur ce projet-là, je n'ai pas eu le temps parce que, comme on a dit, le temps était tellement compté. L'artiste, jusqu'au dernier moment, modifie son exposition. Donc je n'ai pas pu laisser faire ça aux élèves. C'est la seule étape qu'ils n'ont pas pu réaliser. Donc c'est moi qui l'ai réalisé rapidement à la fin. Mais sur un autre projet, j'ai travaillé avec des élèves de cycle 3, donc CM1, CM2, qui ont vraiment intégralement réalisé les auras dans Aurasma Studio. Et ça a été vraiment très intéressant parce que pour nous, Éducation nationale, ça s'installe dans le cadre des nouveaux programmes de 2015 où la programmation informatique entre guillemets est rentrée. Et évidemment, notre but c'est pas d'apprendre le code aux enfants, c'est pas leur apprendre des choses trop techniques, mais c'est de leur faire comprendre un petit peu le principe. Et cette application permet vraiment de rentrer là-dedans parce qu'avec des phrases simples en anglais, alors ça leur fait travailler un petit peu l'anglais puisque l'interface n'est pas francisée, mais on a des actions possibles. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont sur un élément décider par exemple que, en anglais c'est when overlay is tapped, c'est-à-dire un overlay c'est un bouton, quelle action je veux qu'il se produise derrière. Est-ce que je veux arrêter tel son pour démarrer tel son? Et est-ce que je veux que j'ai une autre image qui apparaisse, etc., etc. Et à chaque fois qu'ils ont fait des essais comme ça, ils pouvaient tester directement avec la tablette. Et si ça ne marchait pas, c'est qu'ils avaient fait une erreur dans leur programmation. Ils pouvaient donc revenir en arrière, corriger et tester à nouveau. Donc en fait, ils sont à la fois les auteurs, les metteurs en scène et les techniciens des histoires qu'ils imaginent. Tout à fait, oui, vraiment. Ils peuvent y arriver sans aucun problème, ça marche vraiment bien. Et ça, c'est... Donc là, sur les missions Aurasma qui ont été faites, c'est toi qui accomplit la mission de transformer en réalité augmentée les contenus créés par les élèves. Et pourquoi ce ne sont pas les enseignants ? Alors les enseignants, ils sont aussi pris dans le flot de leurs activités de classe, d'accord ? Donc c'est eux qui ont déjà quasiment tout fait en amont, c'est-à-dire chercher des documents sur les œuvres, écrire les textes avec les élèves, les productions, etc. Donc ils ont déjà fait tout le travail avant. Et c'est vrai que comme c'est une partie un petit peu technique et que leur emploi du temps est assez chargé, je propose de m'occuper de cette dernière partie qui est un petit peu technique, voilà. Mais c'est un projet qui est très inspirant. Moi, j'ai envie de vous demander pourquoi tout le monde ne le connaît pas. Mais peut-être que c'est payant, HP Reveal ? Non, c'est gratuit. C'est pas open source, mais c'est gratuit. Okay. Alors, ça reste gratuit même depuis que ça a été racheté par HP. Donc ça, c'est très intéressant pour nous, mais du coup, ça a quelques limites. Hein. Moi, je l'ai découvert parce qu'un de mes collègues nous l'a présenté en réunion pédagogique et tout de suite, je me suis dit ça pourrait être vraiment très intéressant de proposer à Véronique à la Chapelle Saint-Jacques de travailler avec. Parce que moi, je ne connaissais pas, bien sûr. Et du coup, j'en ai même profité pour la former sur cet outil puisque l'objectif, c'est peut-être aussi de le développer davantage. Mais voilà, c'est gratuit et donc c'est quand même très intéressant pour nous, l'école, de pouvoir travailler. Et alors, pour toi qui l'as pratiqué pas mal de fois, c'est quoi les limites ? Alors, la limite, alors déjà, en termes de confort d'utilisation, c'est à la fois une limite et une contrainte maintenant qu'on connaît, puisque la première année, c'était un peu le projet pilote. Alors là, la deuxième année, on était un petit peu plus savant. On a pu anticiper certaines choses, notamment, donc,
il faut rester figé devant l'œuvre tout le temps en fait du son ou du GIF, etc. En réalité augmentée. Voilà, en réalité augmentée. Donc ça veut dire que le temps est limité, il faut rester debout et ne pas bouger et rester devant. Donc ça, c'est une contrainte. Donc cette année, on a vraiment demandé à ce que les contenus soient très courts, moins d'1 minute. Voilà. Sauf pour les textes écrits, puisqu'on peut intégrer du texte écrit. Une fois que le texte est téléchargé, là, on peut baisser la tablette, on peut aller s'asseoir, lire le texte tranquillement et revenir. Et ça, c'est pas des fonctionnalités qui vont être, c'est peut-être pas implémentées, ajoutées. Non, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'ai découvert déjà sur des salons comme Educatech, Educatis à Paris, des outils professionnels qui ont un coût et qui, eux, permettent de faire des choses beaucoup plus souples et, voilà, et professionnelles. Donc là, nous, on reste sur un outil gratuit. Est-ce qu'il sera développé davantage? Ça, je ne suis pas dans les secrets de la marque, mais voilà. Si on veut vraiment quelque chose, comme si on a un office du tourisme ou autre et qu'on a quelques moyens, on a aussi des outils plus professionnels pour ça, mais payants. Oui, bien sûr. Ça, c'était une petite limite, on va dire. Après, il faut avoir du Wi-Fi. Donc, par exemple, dans la chapelle Saint-Jacques, il a fallu qu'on investisse dans un boîtier supplémentaire relais pour avoir le Wi-Fi dans la salle d'exposition tout le temps. Oui, sauf que sauf que le Wi-Fi, effectivement, il peut être important si vous voulez que les visiteurs puissent, avec leur propre smartphone, visualiser l'exposition et la réalité augmentée. Mais on peut envisager en mode déconnecté, sur les tablettes qu'on prête aux visiteurs à l'entrée, on peut envisager que tout soit mis dans la mémoire, dans le cache, ce qu'on appelle le cache de la tablette. Et donc là, on n'a pas besoin d'être connecté. Mais du coup, comment ça fonctionne? On passe à la troisième limite après. La troisième limite, c'était l'équipement. Puisqu'en fait, la première année, nous, à la chapelle Saint-Jacques, on n'avait pas de tablette à prêter aux visiteurs. Oui. Donc là, c'est encore c'est l'éducation nationale qui les a prêtés pour la première année. Nous a prêté la première série de tablettes pour pouvoir tester. Mais ceci dit, grâce au petit film, le petit film 1 que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube qui a été fait par Pascal sur la première année, on a pu nous faire une demande de financement pour acheter nos propres tablettes. Donc cette année, on a plein de tablettes. Et on peut prêter aussi. Et si on vient avec son propre téléphone, comment on fait pour accéder? C'est une web app? Il faut installer l'application, donc par son store habituel, l'App Store ou le Play Store. Et c'est quoi l'application? Et l'application, elle s'appelle HP Reveal aujourd'hui. Elle s'appelait Aurasma avant. Et une fois qu'on a installé cette application, il faut être en mode connecté, d'où l'importance du Wi-Fi ou de la 4G. Il faut aller chercher la chaîne, Chapelle Saint-Jacques ou autre, et s'abonner à la chaîne. Et une fois qu'on s'abonne, en cliquant sur Follow, on peut accéder au contenu en réalité augmentée. Voilà. Et il y a surtout une carte de salle, un plan de salle qui a été fait. Alors évidemment, les tablettes, on ne les laisse pas comme ça. C'est donc la médiatrice qui est à l'accueil. Il y a une affiche pour signifier que vous pouvez aussi faire votre visite en réalité augmentée. Et quand on prête la tablette, à l'intérieur de la housse de protection, il y a une petite fiche qui reprend tous les visuels en fait, devant lesquels vous devez aller vous placer pour que ça puisse fonctionner. Ok. J'avais un dernier inconvénient, si je peux me permettre. C'était que le problème, c'est qu'on indique à l'application qu'avec des déclencheurs, des images qui vont déclencher les auras, on indique à la tablette une certaine image de départ. Vous avez vu le toit tout à l'heure. Le toit, il a bougé pendant l'exposition puisque les visiteurs sont montés dessus, ont modifié les tuiles, etc. C'est une œuvre interactive. Et donc, il y a eu des moments où la tablette ne reconnaissait plus l'image de départ et donc ne pouvait plus déclencher les auras. Donc, j'ai été appelé... Refaire des photos, réactualiser. Remodifier tout ça. Donc voilà, il y a quelques petites contraintes qu'on n'a pas eues sur la première exposition parce que les œuvres ne changeaient pas trop. Voilà. Et donc maintenant que vous avez intégré quelles sont les contraintes, les limitations dans l'usage, dans le confort, et que vous avez déjà expérimenté 2 fois cet outil avec un public jeune, un public scolaire, donc que vous avez transformé cet outil de technologie en un outil pédagogique, est-ce que vous voulez l'exploiter autrement? Est-ce qu'il y a d'autres développements qui sont prévus? Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas qu'un outil pédagogique, c'est vraiment un outil de médiation aussi, puisque moi je l'intègre vraiment dans tous les supports de médiation qu'on met à disposition habituellement à la chapelle. Donc elles sont à côté de la feuille de salle ou du dossier de documentation de l'artiste. Et c'est vraiment, moi, ce qui m'importe et ce qui m'intéresse, c'est de vraiment proposer un autre regard sur les œuvres au même titre que les professionnels. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, aussi, ensuite, l'élève ou l'enfant devient aussi transmetteur et médiateur à son tour,
puisque là encore, la semaine dernière, j'ai reçu des enfants qui étaient dans un groupe hors cadre scolaire, qui ont travaillé donc sur l'appli Aurasma et qui ont donc fait la médiation de l'exposition, en tout cas de l'œuvre du toit, aux autres enfants qui étaient là. Donc c'était parfait. Moi, j'ai mes assistants maintenant, j'ai plus rien à faire quasiment. Oui, donc l'outil technologique devient un moyen de faire venir des gens au musée, et aussi un moyen de faire faire de la médiation. C'est vrai que sur, par exemple, la première année, on a vu des publics qu'on ne voit jamais à la chapelle Saint-Jacques, parce que voilà, ils ont été amenés par les enfants. Bon, ça c'est quelque chose qu'on connaît, et sur d'autres disciplines ou d'autres événements. Mais vraiment, ça a un côté assez fort et émouvant. Et du coup, voilà, on est aussi dans cette idée de transmission, d'abord d'appropriation des œuvres et de transmission à leur tour. Et donc, ce que je souhaiterais développer suite à ça, c'est de pouvoir le travailler avec des adultes, avec des groupes d'adultes, peut-être constituer des groupes de bénévoles de l'association, d'adhérents de la chapelle Saint-Jacques, mais de citoyens, de personnes qui aiment la chapelle et qui viennent régulièrement voir les expos et qu'on travaille ensemble en amont des expositions pour créer des contenus de médiation ensemble. Ah, donc de la même façon, faire en fait, travailler les publics du musée, oui, pas faire travailler, les inviter à créer des contenus de médiation. Parce que ce que je trouve intéressant dans ce qu'a dit Noémie tout à l'heure, en fait, par la captation vidéo, on arrive à capter des instants qui sont complètement immatériels, que nous, on vit tous les jours dans les visites, dans les échanges avec les enfants ou avec les publics, et qui disparaissent. Alors nous, on peut en rendre compte ou les raconter, mais voilà, là, j'ai en tête des textes qui ont été écrits par notamment des enfants de Toulouse qui sont des enfants roms de l'association Rencontre Homme-Nous, qui sont venus à la chapelle Saint-Jacques et qui ont écrit des textes alors que ce sont des enfants non scolarisés, et c'est des textes très très forts qui du coup permettent, cet outil permet aussi d'accéder à ça. C'est-à-dire c'est vraiment un partage de culture, un partage pas vraiment forcément de connaissances, mais de sensibilité. Voilà, et c'est ce qui nous regroupe, ce qui nous réunit pour aller aussi au-delà de ça. Et donc l'ouverture du projet Aurasma à d'autres publics, c'est prévu pour quand ? Il faut qu'on en discute. Okay. Pour d'autres publics, c'est toi qui es plus concerné que moi, mais il va falloir que je refasse il va falloir un petit peu, de la comme tout outil numérique, il faut passer d'abord beaucoup d'heures dessus, soi-même, pour pouvoir être à l'aise et pouvoir ensuite travailler sur des formations, sur des créations avec d'autres personnes. Voilà. Mais bon, ça c'est un projet que moi j'aimerais développer plutôt maintenant en 2019. Pourquoi pas, voilà. Ok. Merci beaucoup Véronique, merci Pascal. On va peut-être passer aux questions. Est-ce que... Ah, on a une question sur la gauche. Merci. Bonjour, je suis Anne-Lise, je suis consultante formatrice et je fais beaucoup de formations sur les questions de médiation, donc ça m'a beaucoup intéressée, donc merci. Super projet, ça fait vraiment plaisir à entendre. Et j'avais deux questions. La première, c'était de savoir comment est-ce que les publics classiques réagissent, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la prescription de leur enfant ou d'un enfant proche pour venir expérimenter le dispositif. Est-ce qu'ils le prennent, et une fois qu'ils l'ont pris, est-ce que c'est quelque chose qu'ils font plusieurs fois ou ils abandonnent assez vite? Et ensuite, l'autre question, c'était de savoir comment est-ce que les enfants eux-mêmes, ensuite, en parlent quand ils reviennent. Alors, sur la question des publics qui utilisent les tablettes, j'ai pas eu de retour négatif. Jamais, pour l'instant, ça n'est pas arrivé, au contraire. Donc, les gens sont assez intrigués, surpris, parfois justement par les contenus qui peuvent être dits ou écrits ou créés. Voilà, parce qu'il y a eu des créations sonores vraiment à partir d'une œuvre visuelle, création sonore. Donc le public est ravi en général, il trouve ça super, c'est génial. Alors sur l'usage, ça reste propre à chacun, tout dépend de l'usage que chacun a des smartphones ou des tablettes. Mais bon, ça reste quand même assez simple, on leur montre une première fois, puis après ils refont et c'est assez simple. Et les enfants, en fait, ils amènent leurs parents en dehors du temps scolaire. On a régulièrement des enfants qui viennent une fois, deux fois avec
parents différents. Et là, dernièrement, en fait, c'était dans le cadre du classe après l'école. Donc, il y avait 4 enfants qui avaient participé au projet Aurasma d'une même école. Et donc, ils ont fait la visite en direct. C'est-à-dire que là, on n'avait pas l'outil numérique. Mais par contre, ils étaient médiateurs à côté de moi et on avait le reste du groupe en face. Et ils expliquaient le toit qu'il avait fait, comment, pourquoi, cette révolte, qu'est-ce que ça voulait dire. Et ensuite, ils sont allés chercher les tablettes et ils ont accompagné les autres, voilà, dans la visite, qui peut se faire aussi donc, avec des casques, puisqu'il y a des contenus audio. Donc, on peut aussi voilà, avoir un casque et écouter tranquillement. Ok, merci beaucoup. On a 2 questions. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Pierre, je suis enseignant aussi. J'ai un peu travaillé avec ces outils-là aussi. La question, c'est... donc là, on l'utilise en fait en outil de médiation à partir d'œuvres produites par des artistes. Est-ce que vous connaissez des artistes qui, eux, utilisent ce type de technologie dans la production d'œuvres? Et est-ce qu'on ne pourrait pas envisager aussi de la production artistique intégralement gérée autour de la réalité augmentée? Alors ça, c'était la deuxième piste pour prolonger en fait, le projet. Alors, sur les 2 expériences qu'on a menées, la première, donc, c'était avec The Old Boys Club, qui est en fait une artiste, qui, elle, déjà utilise beaucoup le numérique dans son travail, notamment qui fait des petites projections d'animation sur des peintures. C'est un travail très, très riche. Donc, elle était très intéressée elle ne le connaissait pas, Aurasma, mais elle était très intéressée par ce que pouvaient produire les enfants à partir de son œuvre. Et sur le second, Nicolas Dauban, c'est pareil, quand je lui ai parlé du projet, il ne connaissait pas, mais du coup, il était tout de suite, son esprit créatif s'est mis en route et il imaginait quelque chose et ça lui a fait envie, en fait, voilà, de pouvoir concevoir quelque chose en réalité augmentée, alors soit en interaction directement ou pas, enfin bon, ça c'est encore à chercher, à creuser, mais en tout cas, oui, il était assez intéressé. Après, je ne connais pas d'artistes qui ont travaillé sur des créations avec Aurasma ou la réalité augmentée. Il y a des créations numériques, mais c'est vrai que ce qui était incroyable sur le premier projet avec The Old Boys Club, c'est qu'on a rencontré une artiste qui déjà projetait sur ses propres œuvres des gifs animés, des personnages animés. C'était assez incroyable. Et nous, en plus de ça, on y ajoutait quelque chose. Enfin, les élèves, quand je dis nous, c'est les enseignants et les élèves. Donc, c'était déjà assez incroyable. Et effectivement, donc, c'était déjà une artiste qui travaillait avec ce genre de choses, sans passer par Aurasma, bien sûr. Donc, je pense qu'après, il y a beaucoup de pistes, effectivement, pour les artistes, pas particulièrement avec cette application-là, mais oui, je pense. Il y avait une autre question, un peu plus à l'avant. Merci. Bonjour, je m'appelle Gaël, donc moi je suis développeur de jeux vidéo en réalité virtuelle et j'aurais aimé savoir si par curiosité, donc, pour le fait de continuer d'investir dans des tablettes, si le choix de partir sur de la réalité augmentée en 2 dimensions, donc en passant avec une tablette ou un smartphone, comparativement au fait de la faire avec celle qui se fait en stéréoscopie, donc en véritable 3D, et qui aujourd'hui, mais je viens de réaliser qu'en fait ce n'est le cas que depuis quelques mois, coûte à peu près le même type d'investissement que des tablettes spécialisées. Si ça avait été quelque chose de conscient, c'était une question de timing. Je sais qu'il y a d'autres limitations à ce genre de travail. Non, je vous avoue que je ne connais pas le procédé dont vous me parlez. Donc moi, je suis vraiment parti sur quelque chose qui m'avait été présenté avant, un outil qu'on m'a montré avec déjà des usages pédagogiques, qui étaient vraiment sur de la littérature ou sur on va dire de la réalité augmentée sur des œuvres littéraires. Et je ne me suis pas posé la question, je ne savais pas que ça existait, par contre vous m'intéressez, donc je vais aller me renseigner après la conférence. Mais effectivement, si vous me dites qu'en plus au niveau budget, ça ne coûte pas particulièrement plus cher, pourquoi pas? On va se pencher sur la question. Vous pourrez discuter ensemble autour du petit buffet qui nous attendra. Moi, par rapport à ça, quand même, je voudrais juste préciser, alors je ne connais évidemment pas du tout ce dont vous parlez. Si Pascal ne connaît pas, je ne peux pas connaître. Mais par contre, moi je tiens à préciser que malgré tout, avec tous ces outils, ce qui reste primordial, c'est quand même le contact avec l'œuvre en direct. À partir du moment... Alors, il y a toujours des prolongations possibles à partir de l'œuvre et aller dans d'autres univers, d'autres réalités.
Mais c'est vrai que nous, en tant que médiateurs dans nos structures, ce qui reste primordial, c'est le contact avec l'œuvre et de ne pas perdre de vue l'œuvre qu'on a en face de nous. Parce que quelquefois, c'est un peu la dérive du numérique. Pour avoir expérimenté différents outils dans divers endroits, on se retrouve à avoir le nez constamment sur un écran et on en oublie de regarder ce qui est autour de nous. Donc voilà, après peut-être que c'est super, je sais pas, je connais pas. Même pour nous, Éducation nationale, ce qui a été extraordinaire, c'est certes la rencontre avec les œuvres, mais la rencontre avec les artistes. Surtout la première année, donc ce qui s'est passé, c'est que chaque classe qui a participé a rencontré l'artiste qui est venu dans la classe pour répondre aux questions. Donc ils ont posé énormément de questions sur la vie d'un artiste, qu'est-ce qu'est un artiste, etc. Et donc ça, c'était vraiment extraordinaire. Et c'est le petit avantage qu'on a sur le Louvre, c'est que nous, nos artistes, ils sont vivants. Donc on peut Mais justement, les promener. Les artistes de street art sont vivants et viennent faire vivre les œuvres du Louvre. Tout à fait. Mais du coup, c'est vrai que là, c'est bien sûr la dimension de la rencontre avec l'artiste. Puis en général, les artistes sont plutôt preneur aussi, et voire impatient et curieux de lire et d'entendre et de voir les créations des enfants. Et c'est en général, jusqu'à présent, ça a toujours été très positif. Oui, l'artiste la première année était aussi émerveillé que nous, que les parents, sur ce que les enfants avaient produit. C'est ça qui était aussi vraiment et justement, sur la question de la narration par rapport au storygraphe, il y a une enseignante parce que dans la vidéo, il y a les retours à la fin d'expérience des enseignants. Et donc, il y a une enseignante qui était émerveillée de voir combien ça avait été facile de mettre les élèves au travail pour écrire des histoires, qu'il n'y a pas eu de frein, que la parole a été très très libre et qu'ils ont écrit très facilement des petits récits, puisque sur la première expérience, il y avait des personnages en fait, qui étaient peints, il fallait choisir des personnages, imaginer un dialogue. Et là, elle disait, mais ça a été très très simple, et c'était vraiment... avoir des supports pareils pour des projets d'écriture en classe, c'est vraiment un bon guide, et puis ça permet justement de faire des vrais projets d'écriture. Donc on peut dire que le dispositif technique stimule l'inspiration ? Technique et artistique, puisque dans un premier temps, l'écriture, elle se fait avec un stylo et du papier. Oui, mais est-ce que les enfants ont conscience que ils le savent au départ, c'est-à-dire qu'on leur dit de suite que ce qu'ils vont produire, ce sera mis dans les tablettes et à disposition. Je pense que la rencontre avec l'artiste est davantage moteur que le numérique. Le numérique vient après, effectivement, c'est un objectif. Mais... Oui, ici, c'est un objet médiateur dans ce projet, à plusieurs termes. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui. Pardon. Bonsoir. Donc, moi, je suis auteur. Voilà. La question que je voulais poser, c'était de savoir combien de temps ça avait pris en tout. C'est-à-dire entre penser le projet, le mettre en pratique et puis arriver au résultat. Avec Pascal, on se voit là, au mois de juin, pour commencer à imaginer l'année suivante. Mais après, concrètement, le projet... En gros, en décembre, on réunit les enseignants. C'est-à-dire, on fait un mail aux écoles pour parler de ce projet. On propose, puis des enseignants répondent favorablement. Donc, on les réunit au mois de décembre, en leur expliquant un petit peu quelle sera l'exposition qui va avoir lieu, sur quelle thématique ils vont pouvoir travailler en classe. Chaque enseignant choisit un thème, en général, qu'il a envie de travailler. Et puis, janvier-février, en classe... les élèves, avec leurs enseignants, produisent des écrits, imaginent des productions sonores, etc. Puis viennent ensuite au CADP s'il y a besoin de beaucoup de matériel, ou dans les classes s'ils peuvent faire ça avec 3-4 ordinateurs. Et là, ils créent vraiment de manière numérique toutes les ressources qui vont être nécessaires. Et comme l'exposition commence en général début avril ou début mai, je fixe des limites, on va dire 15 jours avant le début de l'exposition, pour le retour des ressources, et pouvoir créer ce qu'on appelle donc les auras et la réalité augmentée. Voilà, en gros, c'est pour ça que le timing est assez serré. On a 4-5 mois grand maximum, puisque l'exposition varie chaque année. Donc c'est intense. Très intense. Ah oui, j'avoue que là, les derniers jours après... Mais les technologies font aller tout un peu plus vite, voire beaucoup. Donc, finalement, ça correspond. Oui, tout à fait. S'il n'y a pas d'autres... Ah, si, il y a une autre question, une dernière question. Oui, juste pour bien comprendre le dispositif d'éducation artistique, à quel moment, en fait, il rencontre l'artiste une seule fois, au début ? Alors, ça dépend. Ça dépend de la disponibilité de l'artiste.
Pour The Old Boys Club, ils l'ont vu une fois en classe et ils l'ont revu ensuite à la Chapelle Saint-Jacques dans l'exposition montée, parce qu'évidemment, on en parle beaucoup avant, mais évidemment, ils viennent voir l'exposition et si l'artiste est là en plus, là, c'est le top. Pour Nicolas Dauban, ça a été plus compliqué parce que c'est un artiste très pris. Donc, il y a eu une rencontre avec les enseignants et quelques enfants, pas tous, ont pu rencontrer Nicolas sur le toit, dans la Chapelle Saint-Jacques. Et en général, ils sont invités au vernissage. Oui. La première année, on s'était dit au vernissage, on va proposer à tous les visiteurs de ce jour-là de voir à travers les tablettes ce qui avait été fabriqué. Il y a eu tellement de monde, avec la chapelle qui résonne beaucoup, qu'on a abandonné vite l'idée et on a donc proposé aux gens de revenir plus tard. Mais beaucoup d'enfants étaient venus et même des classes avaient joué en direct les musiques qu'ils avaient créées ou en tout cas les productions sonores qu'ils avaient faites pour les œuvres, pour au RASMA. Voilà. Mais pour bien comprendre ce qui va faire, ce qui va vraiment faire source d'inspiration pour eux, ce qui va leur permettre de fonder ce qu'ils vont produire. En fait, ça, c'est un dialogue qu'ils ont avec l'artiste au début et puis aussi avec vous, j'imagine. Oui, voilà. On fait un petit dossier avec donc, des visuels. Donc, pour The Old Boys Club, elle avait beaucoup de choses qu'elle avait déjà produites avant. Donc, on a fait un petit dossier avec des visuels. On va sur le site, on regarde un peu l'univers de l'artiste. Donc, on se cale sur les œuvres dont on pense qu'elles seront exposées, mais quelquefois, elles ne sont pas là. Mais c'est pas grave, il faut trouver un autre biais. On arrive quand même des fois à contourner. Et Nicolas Dauban, c'est pareil. Là, il y avait vraiment un contenu très référencé, très précis, un événement social, historique. Donc là, il a fallu présenter vraiment de manière la plus précise possible ce que pourrait être l'œuvre, sachant que moi-même, je ne savais pas ce que ça allait donner. J'avais une vague idée, on m'avait dit il y aura un toit. D'accord, le toit de la prison de Nancy. Donc là, je me suis vraiment intéressée à l'histoire, mais du coup, on définit des thématiques. Après, après ce sont les enseignants qui s'en emparent vraiment, en fait. Ouais. Les enseignants s'emparent du thème, et là, cette année, sur le thème de la liberté, de l'évasion, de l'enfermement, ils ont vraiment travaillé en classe et sur des débats. Ouais. Notamment. Il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire que pour les plus petits, on a vraiment travaillé sur le toit, qu'est-ce qu'on fait sur les toits, d'où les chats qu'on a vus. Les petits chats, il y a des choses qui se passent sur les toits, mais après il y avait tout l'univers carcéral qui est propre à l'œuvre de Nicolas Dauban, donc toutes les questions de libre, pas libre, la question justement de ces prisonniers qui se révoltaient contre leurs conditions de détention. Donc là, il y a eu de lourds débats, très vifs débats. D'ailleurs, il y a une école qui a participé, qui était même en dehors de la circonscription de Pascal, donc qui n'a pas pu être aidée par Pascal, mais qui a quand même trouvé l'énergie d'aller chercher son conseiller péda, d'avoir une caméra, que le conseiller péda vienne en classe, filme le débat, et au final, le débat n'est pas dans l'exposition, parce qu'une maman s'est opposée au fait que ce débat soit diffusé dans l'exposition. Alors, on a essayé de négocier pour qu'il n'y ait que le son, pas l'image, mais ça n'a pas été possible parce que l'enfant, en fait, disait des choses que la maman ne pouvait pas supporter. Alors que, ce sont des enfants de 8-9 ans, et c'était justement le débat qui était aussi ensuite source de travail et de réflexion pour aller ensuite plus loin. Mais ça, c'est... Oui, mais c'est bien la preuve que ce projet, qui utilise des nouvelles technologies, permet de libérer l'expression et de donner... ou peut-être qu'aussi la maman a eu peur aussi de l'impact que ça pouvait avoir, peut-être au-delà même de la Chapelle Saint-Jacques. Qui dit numérique dit Facebook, diffusion internationale. On va voir ma fille qui raconte des horreurs sur les prisonniers. Je ne sais pas ce qu'elle s'est dit, on n'a pas pu discuter. Je ne pense pas que le numérique a libéré la parole, parce que je pense que les enfants auraient dit la même chose s'il n'y avait pas eu une intention numérique derrière. Mais par contre, le numérique provoque ensuite la diffusion. Oui. Et c'est là que, du coup, il y a quelques barrières qui se mettent en travers du chemin. Ok, merci beaucoup. Merci Véronique, merci Pascal. Je vous propose... Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, merci au Musée Saint-Raymond, à Frédéric Destétype, à l'équipe des Storygraphes pour cette conférence. Merci à toutes d'être venues. Merci à Noémie qui n'est plus là. Merci à Véronique et Pascal. Et je vous propose qu'on se retrouve dans la cour du musée pour boire un verre autour d'un buffet. Voilà, à tout de suite.